je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin, et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Les accidents vasculaires cérébraux, plus connus sous l'acronyme AVC, ou de manière grand public attaque cérébrale ou infarctus, sont des situations d'urgence. Selon l'INSERM, on compte en France un AVC toutes les 4 minutes. Autre chiffre important, l'AVC est la première cause de handicap, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité. Avec nous pour évoquer ces questions, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, j'ai lu qu'il y avait plusieurs types d'AVC. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Il existe deux grands types d'accidents vasculaires cérébraux. On a d'une part les AVC ischémiques, dits aussi infarctus cérébraux, qui sont majoritaires à 80%. Et puis d'autre part, les AVC hémorragiques, qui correspondent à un saignement intracérébral et qui représentent 20% des AVC. Alors, étant donné que les AVC ischémiques sont bien plus fréquents, pourrais-tu nous expliquer concrètement ce qu'il se passe dans notre cerveau à ce moment-là et pourquoi on parle d'infarctus comme pour le cœur ? Alors, c'est très juste. Effectivement, on parle d'infarctus cérébral pour les AVC ischémiques, tout comme on parle d'infarctus du myocarde, ce qu'on appelle plus communément la crise cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau et le cœur ont le même type de vascularisation. Donc schématiquement, chaque territoire va être vascularisé par une seule artère. Si cette artère se bouche, et a fortiori rapidement, le territoire qui est en aval ne va plus du tout être irrigué. Et les cellules qui vont être dans ce territoire vont mourir, c'est ce qu'on appelle de la nécrose, et c'est ce qui donne in fine un infarctus du myocarde ou du cerveau. Mais du coup, ça se manifeste comment quand on fait un AVC ? Alors, ce qu'on apprend très tôt dans nos études, c'est que tout déficit neurologique brutal est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Donc, la première chose à retenir ici, c'est que les symptômes surviennent brutalement. La deuxième, c'est qu'un déficit neurologique signifie qu'on va perdre une fonction liée au cerveau. Et cette fonction va dépendre de la zone atteinte. Alors, tu nous parles de symptômes multiples. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ? Oui, tout à fait. Par exemple, vous pouvez perdre la vue d'un œil brutalement. Ou alors vous êtes en train de conduire et puis vous ne remarquez plus les panneaux qui sont en haut à gauche. Ça veut dire que vous avez perdu brutalement une partie de votre champ visuel. Ça peut être aussi la perte de la sensibilité et de la force de tout un côté de votre corps. Donc votre bras droit, votre jambe droite, vous n'arrivez plus non plus à sourire à droite. Ou alors vous êtes en train de discuter et puis tout d'un coup vous n'arrivez plus à articuler les mots. Ou alors votre discours devient totalement incompréhensible pour votre interlocuteur. Donc ça peut vraiment se manifester de manière très variée. Vous pouvez également être pris d'un gros vertige dans la rue et vous mettre à marcher comme si vous étiez ivre, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ou encore, ça peut se manifester par une première crise d'épilepsie. Alors, toujours au niveau des symptômes, est-ce qu'on peut ressentir des choses en amont ? Je ne sais pas moi, avoir des signes avant-coureurs ? Alors, il n'y a pas toujours de signes avant-coureurs, en fait, puisque vous pouvez, par exemple, avoir de la fatigue ou des maux de tête, mais ce n'est absolument pas spécifique d'un AVC. En revanche, dans 30% des cas pour les AVC ischémiques, vous pouvez faire dans les semaines ou dans les mois qui précèdent ce qu'on appelle un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. Donc en fait, ce sont les mêmes symptômes que j'ai cités précédemment, simplement ils vont être assez brefs et peuvent disparaître dans les quelques minutes qui suivent. Et surtout, quand on va faire une imagerie cérébrale, il n'y aura aucune lésion. Mais alors, c'est une alerte pour le coup. Ah oui, tout à fait. On peut considérer ça comme une alerte, surtout dans les premiers jours ou le premier mois qui suit l'AIT. Donc, ça explique pourquoi, quand on fait un AIT ou quand on a une suspicion d'AIT, on réalise un bilan qui est similaire à celui d'un AVC pour essayer de comprendre d'où ça vient et éviter que par la suite, un accident arrive. Mais comment réagir si l'on est témoin d'une situation de ce genre ? Et du coup, qui appeler ? Alors surtout, ne prenez pas votre voiture pour essayer d'amener la personne à l'hôpital par vous-même. Hormis cas exceptionnels où vous seriez perdu au milieu de nulle part sans aucun réseau téléphonique. Sinon, appelez le 15, le SAMU. C'est vraiment le réflexe à avoir parce qu'en France, on a une filière AVC qui est très bien organisée et chaque minute compte pour le patient. C'est très important. Dites-vous que chaque minute qui passe, c'est une perte de 2 millions de neurones. Admettons que la personne soit rapidement prise en charge à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ? Alors notre priorité, ça va être de réaliser une imagerie cérébrale.
pour déterminer déjà s'il s'agit d'un AVC et si c'est le cas, si c'est plutôt un AVC ischémique ou hémorragique. Une fois que ça sera déterminé, s'il s'agit d'un infarctus cérébral, il y a 2 traitements possibles. Un qui va nous permettre de fluidifier le sang et qui peut être réalisé généralement dans les 4h30 après l'AVC. Et un autre qui va permettre de désobstruer l'artère, qui est bouchée dans à peu près les 24 heures qui suivent l'accident. Et ça va se faire grâce à une technique de neuroradiologie interventionnelle. D'autre part, pour les AVC hémorragiques, là, on va chercher en priorité à éliminer toutes les causes susceptibles d'aggraver le saignement. Y a-t-il des risques à faire ces traitements? Et surtout, y a-t-il ensuite un espoir de guérison? Alors évidemment, comme pour tout traitement, ils ne sont pas dénués de risques. Néanmoins, si on respecte les délais recommandés, la balance bénéfice-risque est nettement en faveur du patient, surtout pour diminuer le risque de mortalité et de handicap. Puis dans un deuxième temps, il va y avoir la rééducation, qui est vraiment très importante dans les 3 à 6 premiers mois qui suivent l'AVC pour essayer de récupérer au maximum, où la kinésithérapie notamment et l'orthophonie vont jouer un rôle clé. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Parce que on a ce qu'on appelle une plasticité cérébrale qui dure toute notre vie, heureusement, et qui permet en fait, lorsqu'on a une zone du cerveau qui est endommagée, d'aller recréer des connexions neuronales ailleurs pour essayer de récupérer la fonction qui a été perdue. Qu'est-ce qui peut causer un AVC? Quel rôle joue notre mode de vie dans le risque de faire un AVC? Alors, il y a de nombreux facteurs de risque, évidemment, certains sur lesquels on ne peut absolument pas agir, comme notre âge, bien sûr. Évidemment, 75% des AVC surviennent chez les plus de 65 ans, même s'ils peuvent arriver à tout âge, y compris dans l'enfance. Il y a heureusement tout un tas de facteurs de risque qui, eux, sont modifiables et sur lesquels nous pouvons agir. Pourquoi? Parce que les infarctus cérébraux, qui sont majoritaires, sont souvent liés à ce qu'on appelle l'athérosclérose. C'est un phénomène progressif qui consiste en un dépôt de plaques de cholestérol sur les parois des artères et qui est nettement favorisé et accéléré par le tabac, l'hypertension artérielle, la sédentarité, etc. D'autre part, en ce qui concerne l'hypertension artérielle, c'est aussi une cause importante d'AVC hémorragique. Donc surtout, n'hésitez pas à faire surveiller votre tension artérielle régulièrement par votre médecin traitant. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut agir et dont tu aimerais nous parler? Alors, il y a notamment une autre cause importante d'AVC ischémique qui est favorisée aussi par certains facteurs de risque cardiovasculaires et qui sont les troubles du rythme cardiaque, en particulier la fibrillation atriale chez les plus de 65 ans. Alors, elle peut se manifester par des palpitations, par de la fatigue, des difficultés à respirer, ou même passer totalement inaperçue. En tout cas, elle se dépiste assez facilement en cabinet par votre médecin traitant. Je précise que nous parlerons plus en détail des facteurs de risque cardiovasculaires dans un prochain épisode, où nous nous attarderons également plus longuement sur les moyens de prévention. Pour aller plus loin, Diane, tu souhaitais nous parler des liens qui existent entre l'IA, l'intelligence artificielle, et les AVC. Oui, tout à fait. Comme on sait, il existe un phénomène de plasticité cérébrale qui nous permet de récupérer l'usage de notre bras ou de notre jambe qui était initialement paralysé. Et ça va se faire grâce à des exercices notamment de visualisation. Or, ça peut être des fois fastidieux pour les patients. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, des startups ont créé des techniques de rééducation qui vont les accompagner quotidiennement et les aider dans leur rééducation. Nous arrivons à la fin de cet épisode. On pourrait conclure par l'expression « Time is brain » car chaque minute compte dans un AVC. Merci beaucoup Diane pour les éléments apportés. Dans le prochain épisode, nous nous focaliserons sur les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont responsables d'AVC, mais pas que. D'ici là, bonne journée à tous et à dans 2 semaines.